La révolution numérique transforme profondément nos sociétés. 40% des 20 plus grandes entreprises du monde s'appuient sur un modèle économique basé sur ce qu'on appelle le capitalisme des plateformes. Nos modes de communication se digitalisent, nos démocraties sont impactées par des fake news. Il était donc devenu urgent de réguler ces entreprises dont le modèle économique repose sur une accumulation de données massivement exploitées par des algorithmes aussi puissants qu'opaques. Nous ne pouvons donc que saluer l'engagement de l'Union européenne dans la régulation de cette jungle numérique. Le règlement sur les services numériques encadre la fourniture de services d'intermédiation en ligne dans le marché intérieur pour responsabiliser les grandes plateformes numériques. Il permet en particulier de lutter contre les contenus illicites et d'interdire la publicité ciblée visant les mineurs. Le règlement sur les marchés numériques, quant à lui, vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles dans l'économie des plateformes en ligne qui enferment les utilisateurs dans leurs applications et empêchent le développement de nouveaux concurrents. Avec la présidente de la commission spéciale, Catherine Morin-Desailly, nous avions, en tant que rapporteurs de 2 PPRE sur ces textes européens, porté l'ambition du Sénat en la matière. Nous pouvons nous réjouir que certaines de nos propositions aient été retenues dans les textes finaux. Je pense notamment à la meilleure prise en compte des écosystèmes des plateformes, de leur chiffre d'affaires mondial, de leur importance en termes d'audience et des services secondaires qui ont été ajoutés. Et je veux souligner également, comme nous l'avions recommandé, l'inclusion des très grands moteurs de recherche dans le périmètre des obligations ou l'interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs dans le RSN. Et donc le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est un texte d'adaptation de ces règlements européens et il anticipe également le règlement sur les données. Sur la forme, je ne reviendrai pas sur les délais très courts pour examiner un texte peu abouti, peu concerté, et nous avons pu le constater dans nos auditions. Je tiens à saluer le travail de nos rapporteurs qui ont largement contribué à préciser et à améliorer le texte. Outre cette adaptation de notre droit au paquet numérique, ce projet a également pour ambition de sécuriser les échanges en ligne, de protéger. Ma collègue Laurence Rossignol y reviendra. Sur le volet économique, le projet de loi propose de remédier au dysfonctionnement du marché de l'informatique en nuage. Les enjeux sont énormes: souveraineté, protection des données, compétitivité, transformation numérique de notre économie. Le marché européen de l'informatique en nuage pourrait passer de 53 milliards d'euros en 2020 à 560 milliards d'euros en 2030, soit une croissance de plus de 25% par an. Or, 80% de cette croissance est captée par 3 acteurs américains qui ont totalement verrouillé le marché. En conséquence, le cloud européen est relégué à des segments de niche, avec une part tombée de 27% en 2017 à 13% en 2022. Face à ce rouleau compresseur, les mesures du projet de loi nous paraissent insuffisantes. Nous proposons d'aller plus loin dans l'efficacité de l'encadrement des crédits cloud et d'agir plus fortement sur les pratiques déloyales bien identifiées de ventes liées ou manifestement discriminatoires, autant de freins à l'interopérabilité et à la circulation des données. La commission spéciale a souhaité que les fournisseurs d'informatique en nuage fassent preuve de davantage de transparence quant à l'utilisation des données de leurs utilisateurs, notamment face aux risques liés à l'extraterritorialité qui permet à certains États de s'imposer au-delà de leurs frontières et d'accéder à des données sensibles de notre économie. En ce domaine, la mesure concernant la transparence relative à ce risque d'extraterritorialité que nous avions adopté en commission a un objectif: permettre aux utilisateurs de cloud de savoir où sont leurs données, qui peut y accéder et ce qui en est fait. Et cette disposition que vous voulez supprimer, monsieur le ministre, n'a d'autre but que d'informer et de protéger les entreprises. Une plus grande transparence devrait contribuer à ramener la confiance. Je souhaite enfin attirer l'attention sur les conditions de réussite de l'application de ces nouvelles régulations européennes. Les années à venir seront déterminantes. Outre les moyens importants à donner aux régulateurs, ce sera essentiel, et aux autorités compétentes, il s'agit de notre capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de l'écosystème numérique. Notre pays doit reprendre la main sur son destin numérique. Et la régulation n'y suffira pas, il faudra une véritable impulsion pour inscrire l'effort de souveraineté numérique, comme de nombreux rapports du Sénat l'ont préconisé.
Je vais concentrer mon propos sur le premier article de ce projet de loi et particulièrement sur la question du référentiel. Je vais d'abord saluer l'intention du gouvernement de faire un pas en avant en ce qui concerne la lutte contre la toxicité de l'industrie pornographique. Mais je voudrais quand même partager avec vous le sentiment que j'ai que dans cette affaire, on se laisse encore un peu embrouiller par le lobby du porno. Notez bien que c'est un lobby puissant, insidieux, infiltré, 19 millions d'utilisateurs de connexion unique par mois en France. On imagine effectivement à quel point ce lobby peut être présent. Mais je voudrais qu'on fasse une petite comparaison. Imaginons par exemple qu'un buraliste prétende ne pas appliquer l'interdiction de vente du tabac aux mineurs au motif qu'il ne sait pas comment faire pour identifier l'âge de l'acheteur et qu'ensuite les consommateurs disent qu'ils ne veulent pas présenter une pièce d'identité au motif que ça porterait atteinte à leur vie privée. Tout ceci pourrait exister, tout le monde trouverait que la ficelle est grosse. Eh bien, c'est exactement ce que fait l'industrie pornographique depuis 3 ans, depuis la loi de 2020, en expliquant qu'ils ne peuvent pas appliquer la loi. Et je crains que cette affaire de référentiel valide a posteriori leur raisonnement et leur refus d'appliquer la loi. Parce qu'en conditionnant l'application de la loi à un futur référentiel, nous inversons d'un certain point de vue la charge de la preuve. Ce ne sera pas aux diffuseurs des contenus pornographiques de prouver qu'ils ont tout fait pour interdire l'accès aux mineurs. Le mistigri change de main et maintenant il sera entre les mains de l'Arcom et ce sera à elle d'apporter au site les outils nécessaires à l'application de la loi. Et nous devrons, dans le débat parlementaire, bien préciser que cette obligation qui pèse sur les sites n'est pas simplement l'obligation de se conformer au référentiel, que c'est l'obligation de bloquer l'accès des mineurs par tout moyen en l'état de l'art, c'est-à-dire avec l'ensemble des évolutions technologiques qui ne vont pas manquer de se produire entre le moment où nous discutons de la loi, le moment où le référentiel sera adopté. Et on a beau avoir mis un délai de 6 mois, il n'y a pas de sanction, donc rien ne nous dit qu'il sera adopté dans les 6 mois. Et donc, le montage que nous faisons est extraordinaire. Pourquoi n'avons-nous pas choisi, par exemple, celui qui fonctionne assez bien pour l'accès des mineurs aux sites de jeux d'argent en ligne? Eh bien, c'est à cet instant que surgit le fameux secret de la vie privée qui est brandi par les consommateurs de porno pour les protéger. Cet argument est une mystification. D'abord, car le secret de la vie privée ne concerne pas le recueil de données qui sont confiées en toute liberté par leur titulaire, mais la diffusion de ces données. Doctolib, nous confions, beaucoup d'entre nous, des données assez sensibles à Doctolib. Personne n'a demandé à ce qu'on passe par un tiers de confiance pour donner nos données à Doctolib, parce que nous pensons que Doctolib ne va pas vendre ces données, et que s'il le faisait, il y a des sanctions qui pourraient s'appliquer. En revanche, nous considérons que les sites porno pourraient diffuser les données, et donc, pour nous en prémunir, nous passons par un système qui leur facilite quand même grandement la vie. Cette affaire de vie privée, érigée en valeur constitutionnelle absolue, pose un autre problème, et je pense que Madame la ministre Cobel y sera sensible. Il nous faut concilier 2 principes constitutionnels, le respect de la vie privée et l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand 2 millions de mineurs sont biberonnés aux vidéos porno, je considère pour ma part que c'est le secret de la vie privée qui doit s'adapter au devoir de protection des enfants et non l'inverse.